Bien, nous allons commencer. Il n'y a pas un retour encore vidéo, mais ça va se mettre en place. D'abord, puisque je n'avais pas pu être là la fois passée, je vous demande vous m'avez certainement excusé, je vous présente à mon tour tous mes vœux chaleureux pour une bonne année 2024 pour vous et pour vos proches. Et puis, nous sommes très heureux ce soir d'accueillir Jean-Luc Villemain. Merci beaucoup pour votre présence. J'ai beaucoup aimé les différentes interventions de Jean-Luc Villemain sur la question des câbles à fibre optique et sur tous les risques que nous pouvons potentiellement encourir. Vous me direz si je me trompe en disant ça. Notamment, j'avais été très intéressé par l'idée que vous soumettiez en disant que pour peu que certains types de câbles soient coupés, il est possible que nous ne récupérions pas tout de suite nos données, puisqu'une bonne partie de nos données sont engrangées de l'autre côté, en quelque sorte, de l'Atlantique. Je suis très heureux parce que parfois, il arrive même encore à des étudiants d'ignorer que Internet, ce n'est pas uniquement des satellites, que ça passe aussi par des câbles à fibre optique sous-marins. Et puis cette question des câbles à fibre optique sous-marins est une question qui est clairement posée de plus en plus, on le voit, à travers toute la géopolitique qui se met en place. Donc un très très grand merci d'intervenir sur ces questions, de nous préciser les enjeux, comment vous voyez l'avenir, quelles seraient les préconisations que vous faites. Je reviens de Chine et je suis étonné de voir à quel point les choses sont de plus en plus tenues par le biais effectivement de la haute technologie. Donc ça sera très intéressant d'avoir le sentiment du spécialiste que vous êtes. Alors comme toujours, le président de l'Institut français de la mer, Eudre Blier, que tout le monde connaît bien, va vous présenter. Et j'imagine qu'il a utilisé toutes, je dirais, les ressources électroniques pour avoir le maximum de renseignements sur vous. Merci Christian. J'ai utilisé toutes les ressources électroniques, mais Jean-Luc Villemain est un homme très discret. Et donc, quand on le googleise, on ne trouve rien. On ne trouve rien. Donc, on est obligé de s'appuyer sur les documents qu'il nous fournit, mais qui sont suffisants pour faire une présentation. Merci. Vous êtes licencié en sciences de l'Université de Toulouse. Vous avez un master en informatique, vous avez un diplôme d'ingénieur et vous êtes titulaire d'un MBA d'HEC Paris. Depuis plus de 30 ans chez Orange, vous avez occupé de nombreux postes à responsabilité impliquant la direction d'équipes techniques françaises et internationales. Vous avez notamment été directeur général de 2 opérateurs mobiles nationaux au Congo-Brazzaville et en Jordanie, et vous avez été directeur technique d'une société au Portugal. Vous avez ensuite été directeur régional adjoint de France Télécom à Paris, directeur régional Aquitaine, directeur technique des réseaux et services d'Orange France et, plus récemment, directeur des réseaux et services internationaux du groupe Orange. Vous assurez alors le déploiement, l'exploitation et la protection de l'ensemble des réseaux internationaux du groupe et vous êtes responsable de plus de 2500 experts dans le monde entier. Dans ce cadre, vous présidez Orange Marine, la filiale à 100% d'Orange, spécialisée dans la pose et la maintenance des câbles sous-marins avec une flotte de 7 navires câbliers. Vous avez fait partie du conseil d'administration de plusieurs filiales du groupe en France ou à l'international, et notamment en Europe, en Russie, en Afrique ou en Océanie. Dans ces fonctions, vous êtes pionnier dans l'introduction de nouvelles techniques comme l'intelligence artificielle, la virtualisation des fonctions réseau ou la cloudification des services dans les réseaux du groupe. Aujourd'hui, vous êtes conseiller du président et de la directrice générale d'Orange et vous êtes responsable de la définition et de la coordination de la politique du groupe dans des domaines de très haute technologie comme les réseaux de transmission quantique ou les systèmes de communication avancés du New Space. Peut-être évoquerez-vous rapidement ces sujets. Fortement engagé dans le domaine de la souveraineté nationale, vous avez été auditeur et président de la 2e session nationale de l'Institut des hautes études de défense nationale sur les enjeux et les stratégies marines. Vous avez été auditeur de la 1re session nationale de l'IHEDN, Institut de hautes études de sécurité et de justice, sur la souveraineté nationale numérique et la cybersécurité. Vous êtes capitaine de vaisseau de réserve de sécurité de la défense de marine nationale. Merci d'être là pour nous parler de ce sujet passionnant des câbles. Habituellement, les applaudissements, c'est après, hein, bon, ou les huées d'ailleurs, je vous laisserai juge. Alors, je vais me lever, d'abord parce que j'aime bien marcher quand je parle, et ensuite, comme je n'ai pas le retour, ça me permettra de voir les slides dont je vais vous parler. Alors, le domaine des câbles sous-marins, c'est un domaine assez complexe, et
complexe dans ce sens qu'on peut le traiter sous plein d'angles différents. On peut le traiter sous l'angle technique, on peut le traiter sous l'angle historique, on peut le traiter sous l'angle géopolitique. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de mettre un peu de tout ça dans la présentation qu'on va parcourir ensemble. Bon, évidemment, je n'ai pas été au bout de chacune des problématiques parce que je n'ai qu'une petite heure pour vous parler de tout ça, mais n'hésitez pas après à poser tout un tas de questions. Et comme je le disais également à Eudes, le domaine des câbles sous-marins, c'est un domaine où il y a plein de fausses idées ou plein de fausses évidences. Voilà. La première, effectivement, c'est qu'il y a des satellites qui servent aux communications internationales dans l'Internet. Eh ben non, il n'y en a pratiquement plus du tout aujourd'hui. C'est même pas majoritairement dans les câbles sous-marins. Les câbles sous-marins, c'est le backbone, c'est l'infrastructure d'Internet. Et il n'y a pas d'Internet aujourd'hui sans câbles sous-marins. Et on verra aussi pourquoi. Voilà, alors n'hésitez pas à me challenger, n'hésitez pas à poser des questions, même si elles vous paraissent évidentes, les réponses ne le seront peut-être pas. Voilà. Alors, je vous propose de commencer par un petit aperçu historique, parce que les câbles sous-marins, aujourd'hui, même si on ne connaît pas exactement ce que c'est, d'où ça vient, etc., tout le monde sait que ça existe, tout le monde sait que c'est critique, mais on n'a pas une vision très claire depuis quand ça existe et comment est-ce qu'on en est arrivé à la situation de dépendance à laquelle nous sommes aujourd'hui sur la problématique des câbles sous-marins. Après, on parlera bien de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et puis, je vous ferai un peu de pub pour Orange, hein, quand même, il ne faut quand même pas plaisanter. Voilà, ça me donnera l'occasion de vous présenter également quelques beaux bateaux, puisque vous savez qu'Orange opère une flotte de navires câbliers. On est un des très rares opérateurs dans le monde à avoir gardé une flotte de navires câbliers qui sont absolument passionnants. Et j'espère que vous aurez un jour l'occasion d'embarquer sur un câblier. C'est une expérience absolument fascinante. Voilà. Alors, les câbles sous-marins, ça a commencé en 1834 avec la petite fleur, le petit arbuste que vous voyez là. Alors, ce petit arbuste, il s'appelle le Palladium gutta. Voilà. Alors, c'est un arbuste qui pousse en Indonésie, dont on connaît les propriétés en gros depuis le début du XVIIe siècle. Alors, je vois qu'il y a plein de jeunes là dans l'assistance. Alors, je ne sais pas si vous avez lu des Jules Verne. Donc, qui est-ce qui a lu des romans de Jules Verne là, dans l'assistance? Ah, quand même, bon, ça me rassure. Alors, si vous lisez 20 000 lieues sous les mers ou De la Terre à la Lune, vous verrez que quand il faut créer une étanchéité, soit dans le sous-marin, soit dans la capsule qui va de la Terre à la Lune, ils utilisent une espèce de matière mystérieuse. Moi, je ne savais pas ce que c'était quand je lisais Jules Verne. Ils appelaient ça du gutta-percha. Et en fait, le gutta-percha, c'est une forme de latex. Ça vient de la sève de cet arbre, le Palladium gutta, et c'est un peu comme un caoutchouc naturel. Voilà. Alors ce caoutchouc naturel, on l'utilisait depuis assez longtemps pour faire des objets, etc. Et puis au début du 19e siècle, il y a un obscur sous-lieutenant d'artillerie qui s'appelait Werber Siemens, oui, le même qui fait des lave-vaisselle aujourd'hui, qui va découvrir que finalement, on peut utiliser le gutta-percha pour isoler un morceau de fil de fer, et que ça donne un média de transmission du courant électrique que finalement on peut immerger dans l'eau et qui peut avoir des propriétés intéressantes. Et il utilise ça très rapidement, il utilise ça en fait pour connecter deux grosses mines qu'il met à l'entrée du port de Kiel pendant la guerre avec les Danois, et qui sont là pour dissuader les Danois d'amener leurs navires dans le port, parce que s'ils arrivent, il a la possibilité de faire exploser ces mines à distance. Et puis tant qu'il y est, il invente une machine qui permet donc de projeter le gutta-percha de façon industrielle sur ces fils et pour obtenir de longs morceaux de câbles protégés. Et en fait, ce qu'a inventé Werner Siemens, c'est le câble. Le câble, le fil électrique tel que vous le connaissez aujourd'hui. Donc vous avez peut-être l'idée qu'il existe depuis la nuit des temps. Non, c'est un truc vachement récent. Ça a été inventé en 1834. Voilà. Et alors à partir de là, quand on a eu ce média, ce truc qu'on pouvait mettre dans l'eau et sur lequel on pouvait quand même faire parcourir du courant électrique, ça a donné des idées à plein de gens. Il y a des gens qui se sont dit, si finalement on peut envoyer une impulsion électrique et faire sauter une mine en utilisant ces câbles, on peut envoyer des impulsions électriques, et avec des impulsions électriques, une alternance de signaux d'impulsion électrique, c'est du Morse, on sait faire passer des informations. Et on s'est dit, on va essayer, à partir de là, de connecter
des morceaux de territoire entre eux. Et on est parti en mer donc très très rapidement, puisque la première tentative de pose d'un câble sous-marin, elle date de 1850. Elle est entre le nord de la France et l'Angleterre. Alors, c'est les temps héroïques, hein, c'est les pionniers, hein, vous voyez, c'est des gravures d'époque, hein, elles sont tout à fait réelles, c'est pas de la science-fiction. Donc, on récupère un remorqueur à vapeur, hein, vous le voyez, en bas, il s'appelait le Goliath, voilà. On met du câble à bord. Alors, le câble, à l'époque, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est juste un morceau de fil de fer, voilà. Et autour de ce morceau de fil de fer, eh ben, on a entouré des cordes pour le protéger, hein. Et puis on a entouré, on a mis bien sûr du gutta-percha pour assurer l'étanchéité. Et c'est un truc qui fait à peu près ça de diamètre à l'époque. Voilà. Et c'est une corde, et on tire cette corde le long de derrière le Goliath sur les quelques 40 kilomètres qui séparaient à cet endroit la France de l'Angleterre. Et ça marche pas. Voilà. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que les pêcheurs voient cette espèce de truc au fond de l'eau, ils le ramassent, ils le coupent. C'est le premier sabotage de câble sous-marin de l'histoire en 1850, juste au moment où il est posé. Et donc on est obligé de recommencer. On recommence l'année suivante, en 1851, et là, ça marche. Et c'est le premier câble sous-marin de l'histoire qui, un petit cocorico au passage, partait de France. Et à partir de là, ça s'accélère, ça va vachement vite. Après 1850, la deuxième grande aventure, c'est le premier câble transatlantique. Donc on a réussi à connecter la France à l'Angleterre, c'est pas trop dur, hein, c'est juste à côté. On se dit, étape suivante, eh ben, on va connecter l'Europe aux États-Unis. Alors quand je dis l'Europe, c'est souvent l'Angleterre. Hein. L'Angleterre a été assez précurseur en la matière parce qu'elle avait une tradition maritime, parce qu'elle avait aussi un grand nombre de colonies et qu'à l'époque, un des problèmes, évidemment, c'était d'avoir un réseau de communication vers ces colonies. Donc on s'attaque à la transmission, enfin l'établissement d'un câble entre les États-Unis et l'Europe. Donc il y a un bateau qui part, un navire qui part des États-Unis, il y a un navire qui part de l'Angleterre. Ils se rencontrent au milieu de l'océan Atlantique et ils s'aperçoivent que le câble a été fait de deux façons différentes des deux bouts et qu'on a du mal à le raccrocher. Voilà. Donc, ça marche toujours pas. On réessaye l'année suivante et en 1858, ça y est, ça marche. Voilà. On a notre premier câble sous-marin entre l'Europe et les États-Unis. Et donc, la reine Victoria envoie un message de 100 mots au président Buchanan, qui était le président américain de l'époque. Alors c'est un message très institutionnel. Hein. À l'époque, on pensait vraiment que les câbles sous-marins allaient amener une amélioration de la communication entre les peuples et que donc que c'était le prélude à une ère de paix et de prospérité. Il y a de très belles allégories. On voit des gravures où on voit le câble sous-marin et sur le câble sous-marin, vous avez la paix qui progresse avec un rameau d'olivier entre les mains et on se dit avec ça, les gens vont pouvoir communiquer, ils vont pouvoir éviter les malentendus et il n'y aura plus de guerre. Bon, c'était un peu raté, mais en tout cas, c'était l'idée de base. Et alors, pour la petite histoire, ce câble qui a été installé en 1858, qui correspondait à peu près plus ou moins à 12 000 tonnes de ferraille posées au fond de la mer, il a fonctionné une semaine. Il a fonctionné une semaine parce qu'il y avait un technicien aux États-Unis qui trouvait que la réception n'était pas trop bonne, donc il a augmenté la puissance et il a cramé le câble. Je ne sais pas quelle carrière il a eu après ça, à mon avis, elle a été quand même assez limitée, tout au moins dans les télécoms. Enfin, après, après cet épiphénomène, ça s'accélère encore. Hein. On était en 1858 avec le premier câble entre l'Europe et les États-Unis. Là, on arrive en 1870. Ça y est, on a fait le tour du monde. Et puis, ça va continuer à se déployer. Cette carte, elle est super intéressante. Elle date de 1901. Elle montre le réseau de câbles sous-marins qui existait en 1901. Alors, elle montre plusieurs choses, cette carte. Moi, je l'aime bien. D'une part, elle montre que les câbles sous-marins, c'est pas une technologie si récente que ça. Et à l'époque, il y avait quand même beaucoup de câbles sous-marins. Voilà. Et la deuxième chose qu'elle montre, qui est encore plus intéressante, c'est que les câbles de l'époque recouvrent peu ou prou les mêmes routes que les câbles actuels. Si vous prenez une carte des câbles sous-marins actuels et que vous la superposez à cette câble, vous verrez qu'à une ou deux exceptions près, c'est exactement les mêmes routes.
Pourquoi? Parce que ces routes, en fait, ce ne sont que la matérialisation des flux d'échange, que ce soit des flux d'échange de données ou des flux de données commerciales qui existent entre les pays. Un câble sous-marin, c'est la matérialisation physique d'un flux d'échange d'informations entre deux points. Alors, il n'y a qu'une route qui, à l'époque, existait et qui a pratiquement disparu aujourd'hui, parce que justement, il n'y a plus de flux d'échange entre les deux points, et essayez de la trouver. Allez, qui est-ce qui se lance? Allez, les neurones, là. Pardon? Non, ça existe encore. Il y a un câble qui s'appelle le Simi 3 qui fait à peu près le même chemin. Non, c'est bien essayé. Non? Donnez votre langue au chat? Eh bien, c'est le lien Europe-Amérique du Sud. Regardez comme ce lien existait à l'époque, comme il y avait des câbles qui partaient d'Europe et qui allaient en Amérique du Sud directement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'Amérique du Sud était un fort fournisseur de matières premières pour l'Europe. On fournissait de la viande, on fournissait des minéraux, on fournissait du bois, on fournissait du caoutchouc, et donc on avait besoin de ce lien. Aujourd'hui, si vous regardez la carte des câbles sous-marins actuels, vous verrez que ce lien il n'existe pratiquement plus. Pourquoi? Parce que les flux commerciaux qui partent de l'Amérique du Sud, ils remontent essentiellement vers l'Amérique du Nord. Et vous trouverez des câbles Europe-Amérique du Nord, des câbles Amérique du Nord, Amérique du Sud, mais pratiquement plus de câbles Amérique du Sud, Europe. Et ça, je trouve ça extrêmement instructif, parce que ça montre qu'en fait, un câble sous-marin, c'est vraiment la matérialisation d'un flux d'échange. Il n'y a pas de câble sous-marin s'il n'y a pas d'échange de données, s'il n'y a pas de relation commerciale, ethnique, culturelle ou tout ce que vous voulez entre deux points du globe. Donc en 1927, alors on pouvait penser qu'après tous ces câbles sous-marins, tout allait très bien et que l'avenir des câbles sous-marins était ouvert depuis très long, pour de très longues années. Seulement ces câbles sous-marins, ils avaient quand même un problème fondamental. Lequel? Ouais, c'était cher, mais enfin bon. Eh bien on ne pouvait pas passer de voix dessus. Le seul type de données qu'on savait passer sur un câble sous-marin, c'était du morse. Hein, ti, ta, 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 ta. Et pourquoi on ne sait pas passer un signal de voix sur un câble sous-marin? C'est un bon vieux problème physique. Hein. Quand vous envoyez un signal dans un support tel qu'il soit, ce signal, eh ben, il s'atténue en fonction de la résistance de ce support, et au bout d'un certain temps, eh ben, le signal est trop faible pour être perçu. Voilà. Donc si vous essayez d'envoyer un signal voix qui correspond à un traitement de la voix dans un câble sous-marin, au bout de quelques kilomètres, le signal est beaucoup trop faible. Alors ça marche si le câble est très court, si le câble fait quelques dizaines de kilomètres, ça peut marcher. Mais quand on est en train de parler de câbles intercontinentaux ou très longue distance, ça ne peut plus marcher. Donc la seule chose qu'on sait transmettre comme ça, sur de la longue distance, c'est de l'électricité. L'électricité passe, l'électricité ne passe plus, elle passe plus, et ça c'est du morse. Bon, c'est quand même vachement frustrant, hein, le morse. On est quand même en 1927, on est les années folles, les États-Unis se développent un max, et les gens sont quand même extrêmement frustrés de n'être finalement que dépendants de ces médias de communication. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont essayer d'utiliser une nouvelle invention. Cette nouvelle invention géniale, elle s'appelle la radio. Et on va mettre en place un lien radio direct entre les États-Unis et l'Europe. Alors, c'est absolument considérable, hein. Vous voyez la distance entre les deux pour arriver à se parler entre les deux. Donc, on construit 4 énormes émetteurs. Alors, pourquoi 4? Parce qu'il y en avait un pour le sens émission et un pour le sens réception. 2 aux États-Unis et 2 en Europe. Ceux qui sont aux États-Unis sont à Terre-Neuve et ceux qui sont en Angleterre, vous le voyez, celui de l'émission est situé à Rugby et l'autre est situé beaucoup plus haut dans le nord de l'Angleterre. On met d'énormes amplificateurs de puissance et grosso modo ça marche. Hein, si vous cherchez sur Internet, alors sur Internet vous ne me trouverez peut-être pas, mais vous trouverez des échantillons de voix de l'époque et vous pourrez voir à quoi correspondait la qualité d'un échange voix traité par radio. Bon, 200 € la minute c'est cher, mais il y a des gens qui savent payer. Et ça, la radio va complètement ringardiser les câbles sous-marins.
au point qu'en 1929, les câbles sous-marins, c'est une technologie qui est complètement has-been. Plus personne n'en veut. Et en Angleterre, où à partir duquel s'est déployé un énorme réseau de télécommunications mondial, eh ben, la compagnie qui les opère, elle fait faillite. Elle fait faillite et elle est rachetée par le gouvernement anglais qui voit une bonne affaire, hein, les Anglais sont toujours à l'affût d'une bonne affaire, et donc ils vont utiliser ce réseau de câbles sous-marins qu'ils vont payer pas cher du tout pour piloter leur dominion, leur colonie à travers le monde. Voilà. Mais en 1927, les câbles sous-marins, c'est vraiment une technologie hyper has-been. La technologie star, c'est la radio, et la radio va continuer à se développer un peu partout dans le monde. Et cette situation, elle va perdurer à peu près jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Soit dit en passant, ça veut dire que pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, pardon, et pendant la Première aussi, les câbles sous-marins ne vont jouer pratiquement aucun rôle. Bon, évidemment, comme dans toutes les bonnes guerres, la première chose qu'on fait dès la déclaration de guerre, c'est on va couper les câbles sous-marins des autres. Hein. Donc ça arrive en 1914, ça arrive en 1945, en 1939. Donc dès la déclaration de guerre, les Anglais coupent les câbles américains, les câbles anglais, les Anglais coupent les câbles allemands. Mais franchement, à l'époque, on s'en fiche un peu. Voilà. C'est pas ça qui va changer le destin de la guerre. Et pendant toute la durée des conflits mondiaux, les communications se feront par radio. Alors ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse complètement des câbles sous-marins, et notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux alentours des années 1944, il y a des gens qui réfléchissent à comment est-ce qu'on pourrait améliorer les câbles sous-marins. Et l'amélioration fondamentale à l'époque, c'est quoi? C'est apporter la voix sur les câbles sous-marins, hein, parce qu'on en était toujours aux morses, et si vous vouliez faire de la voix, il n'y avait que la radio. Et donc ça va être permis par l'invention de deux technologies qui vont arriver. Et la première, elle est fondamentale parce que c'est un peu un changement de philosophie des câbles sous-marins et qu'on va retrouver dans les câbles sous-marins aujourd'hui. On va repartir des problèmes physiques. Hein. Je vous ai expliqué que ce qui fait qu'on ne peut pas acheminer de la voix sur une très longue distance, c'est que le signal, au bout d'un certain temps, il s'affaiblit. Bon, on ne peut pas changer la physique, le signal, il s'affaiblit toujours. Donc si vous avez un signal faible, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est une question. Allez. Le régénérer, quasiment. Voilà. Donc, on peut régénérer le signal. Mais pour régénérer le signal, il faut amener de l'énergie. Parce qu'un signal, il ne peut pas se régénérer à partir de rien. Donc, ça veut dire qu'on va reconsidérer le câble sous-marin. Et à l'intérieur d'un câble sous-marin, on va faire circuler de l'énergie, c'est-à-dire un courant électrique, qui va être utilisé pour alimenter des équipements qui vont régénérer le signal à intervalles réguliers. Et les câbles sous-marins actuels, bien qu'ils n'utilisent plus les technologies de l'époque, eh bien, ils fonctionnent sur le même principe. Alors, on verra ça un peu plus tard. Hein. C'est plus du cuivre, c'est de la fibre optique. Mais il y a également une fonction d'atténuation dans la fibre optique. Et donc, on va être obligé de régénérer le signal tous les X kilomètres. Et ça change complètement la philosophie d'un câble sous-marin qui, d'un simple bout de métal passif, devient en fait un équipement actif qui va régénérer le signal à intervalles réguliers. Donc il y a quelques essais comme ça qui sont faits dans les années 44, notamment en mer d'Irlande. Ça marche plutôt pas mal. Et du coup, dès la fin de la guerre arrivée, eh ben, on va essayer de déployer l'ensemble de ces nouvelles technologies. Et c'est le premier câble sous-marin international qui va supporter la voix. C'est la TAT6. TAT, ça veut dire transatlantique. Voilà. C'est un câble coaxial, vous le voyez en bas. Alors, il est à peu près épais comme ça. Voilà. Il y a une capacité absolument faramineuse pour l'époque. Il peut assurer 36 circuits téléphoniques simultanés. Voilà. Et pour la petite histoire, on va l'utiliser également pour une autre fonction. Vous avez peut-être entendu parler du téléphone rouge. Vous vous souvenez, le téléphone rouge? Le téléphone rouge, c'était ce lien qui permettait au président des États-Unis et au premier secrétaire du PC de l'Union soviétique de communiquer entre eux. Alors pour la petite histoire, c'était pas un téléphone, donc il n'était pas rouge, c'était un téléx. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait jugé que la voix était un média trop sensible à l'époque, qui pouvait être contrefait, etc. Donc c'était un téléx, et ce téléx, il fonctionnait sur un câble sous-marin. Il fonctionnait très précisément sur ce câble, la TAT6. Voilà. Alors,
il y a toute une histoire parce que ce câble, il avait une branche qui arrivait en France, évidemment. Et comme il était censé fonctionner même en cas de guerre nucléaire, eh bien, tous les établissements, son point d'atterrage, etc., étaient enterrés à plusieurs mètres sous terre. Ils étaient conçus pour continuer à fonctionner même en cas d'attaque nucléaire. En tous les cas, eh ben voilà, donc la voix arrive sur les câbles sous-marins. Youpi, ça y est, c'est reparti. L'avenir est de nouveau brillant pour les câbles sous-marins. Et tout le monde se dit, c'est parti, ben voilà, on va tirer plein de nouveaux câbles sous-marins. Eh ben non, c'était trop beau. Car en 1965 arrive un petit trouble fait. Alors 1965, c'est quoi? Ah, ça manque d'ingénieurs télécoms hein, quand même dans l'assistance, hein, là quand même. Hein. Allez, 1961, c'est peut-être une date qui vous dit un peu mieux plus, non? Bip bip. Spoutnik, ça y est, on y est. Donc en 1961, les Russes lancent Spoutnik. Donc on commence à s'intéresser à l'espace. Et vous savez, pour les amateurs de science-fiction, que c'est Arthur C. Clarke qui a le premier émis l'idée dans un de ses romans qu'un satellite de télécommunication pourrait exister. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser un satellite pour renvoyer un signal qui serait émis de la Terre vers la Terre et établir ainsi des communications par le biais d'un satellite. Et cette idée, elle est mise en œuvre en 1965. Donc le premier satellite de télécommunication mondial est lancé. Il s'appelle Early Bird. Alors, Early Bird, ça vient d'une petite phrase américaine qui dit « The early bird gets the worm ». Voilà. Il est tout petit, quand vous regardez sa taille, hein, il fait 35 kilos, ouais, c'est ça à peu près. Je l'ai vu, enfin j'ai vu sa doublure, vous pouvez la voir, elle est au Space Museum de Washington depuis pas très longtemps. Il est en fait recouvert de cellules photovoltaïques, hein, il n'y a pas de panneau, hein, mais il est recouvert de cellules voltaïques. Et alors, il sait faire deux choses. Alors il sait faire une chose un peu comme les câbles sous-marins, c'est-à-dire qu'il sait faire de la téléphonie. Il sait la faire mieux que les câbles sous-marins. Là, il sait faire 240 liens téléphoniques simultanés. C'est à peu près 4 fois ce que sait faire un câble sous-marin. Puis surtout, il sait faire un truc génial qu'aucun câble sous-marin ne sait faire et ne saura jamais faire, c'est marqué la télé, bien sûr. Puisque un câble sous-marin, par définition, c'est une technologie point à point. Vous reliez le point A au point B. Vous ne pouvez pas relier le point C, ça ne marche pas. Voilà. Alors vous pouvez mettre beaucoup de débit entre ces deux points, mais ça reste une technologie point à point. Le satellite, lui, c'est une technologie, en télécom, on appelle ça du point multipoint. C'est-à-dire vous pouvez partir d'un point et après vous couvrez tous les points qui sont dans sa zone de réception. Et ça, c'est le principe de la télé, du broadcast. Et ça, aucun câble sous-marin ne saura jamais faire de la télévision en broadcast. Et donc, c'est reparti, ça renvoie tous les câbles sous-marins à la casse. C'est la deuxième mort des câbles sous-marins. Et là, vous avez raison. Si vous pensez que les satellites sont le cœur des réseaux de télécommunications mondiales, vous avez raison si vous êtes en 1970. Sinon, vous avez tort. Voilà. Donc, pendant toutes ces années, les satellites, ils vont grossir. Hein. Vous voyez la croissance des satellites. Hein. Vous avez l'Intelsat 1, l'Intelsat 2, l'Intelsat 3, 4, etc. On va terminer avec des Intelsat 6 qui font pas très loin de 10 tonnes. 10 tonnes, ça commence à être gros hein, pour un satellite. Hein. Et qui ont quand même des capacités assez spectaculaires de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de communications simultanées. Et puis on se dit, bon ben voilà, ça y est, c'est fini les câbles sous-marins. L'avenir est au télécom spatial. Tous les ingénieurs se spécialisent dans les télécoms spatiales. Et ils ont faux. Parce que rebelote, arrive un nouveau changement. En 1988 arrive la fibre optique. Alors 1988, c'est l'arrivée du premier câble transatlantique en fibre optique qui s'appelle la TAT8. Vous vous souvenez, on a vu la TAT6 dans les épisodes précédents. Donc lui, c'est le 8e du nom, c'est le transatlantique numéro 8. Et c'est le premier câble à fibre optique au monde. Voilà. Alors il a 3 destinations, il part des États-Unis, il va en France et il va en Angleterre. Et il est construit exactement sous les mêmes principes que les anciens câbles coaxiaux de l'après-guerre.
C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de régénérer le signal. Alors, c'est plus un signal électrique, c'est un signal photonique. Donc, c'est des photons qui passent dans une fibre optique. Mais dans une fibre optique, c'est du verre, hein, c'est du sable, c'est du silicone. Il y a des petites impuretés. Donc, votre photon, de temps en temps, il heurte ces impuretés. Et l'énergie photonique, eh ben, elle va se transformer en chaleur. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, eh ben, vous retombez sur le même problème d'affaiblissement du signal. Le signal photonique devient trop faible pour être exploité et il faut le régénérer. C'est pour ça que dans tous les câbles sous-marins au monde aujourd'hui, dès que vous dépassez 400 km de portée, qui est à peu près la portée maximum qu'on sait faire sans avoir à régénérer le signal, eh bien vous allez avoir des répéteurs qui vont régénérer le signal et en moyenne, on en met un tous les 80 km. Voilà. Et en parallèle, eh bien, on va envoyer du courant électrique à l'intérieur du câble pour alimenter ces répéteurs. Alors, on ne va pas envoyer beaucoup d'énergie électrique, on va envoyer à peu près 1 ampère. 1 ampère, c'est à peu près l'énergie que fournit votre chargeur de iPhone. Mais on va l'envoyer sous une très forte puissance, parce que quand il va falloir injecter du courant qui va passer par, moi, je sais pas, des côtes françaises jusqu'aux côtes américaines, eh ben, il va falloir mettre à peu près 10 000 ou 15 000 volts de différence de potentiel entre les deux extrémités pour que le courant puisse effectuer l'intégralité du parcours. Et vous voyez au milieu, d'ailleurs, sur la photo du milieu, ce que vous voyez, c'est des répéteurs, ces espèces de gros tuyaux, enfin ces gros tubes d'acier. Alors en fait, le répéteur, il est à l'intérieur. Hein, le tube d'acier, c'est juste une protection qui va protéger l'électronique quand elle sera au fond de l'eau. Mais donc, ces répéteurs, là, ils sont lovés dans la câble d'un navire câblier et ils attendent d'être posés par le navire câblier. Vous voyez le câble qui est lové dans la câble d'un navire câblier. Alors les gens qui font ça, ils portent un super nom, on appelle ça les lovers. C'est très beau, mais c'est un des boulots les plus pénibles que je connaisse, parce que quand il faut lover à la main 8 ou 9 000 km de câble, c'est juste l'enfer. Hein. C'est des équipes de 3-4 qui travaillent en relais et ils peuvent y passer 1 mois facile. Voilà. Alors, au passage, il y a une invention qui a permis aussi quand même d'alléger fortement les câbles sous-marins et qui va permettre de les manipuler beaucoup plus rapidement, c'est le polyéthylène. Hein. Le polyéthylène, c'est le truc blanc que vous voyez. Hein. C'est un isolant chimique. Et il va remplacer le gutta-percha qu'on va là aussi ranger au rayon des musées. D'ailleurs, si vous avez un jour le temps ou l'envie, allez faire un tour au CNAM, au musée du CNAM, et vous verrez, il y a des câbles sous-marins anciens. Vous verrez à quoi ça ressemble et vous verrez l'évolution des technologies. Alors, le polyéthylène, ça permet effectivement d'assurer une très bonne étanchéité du câble. Et en bas, vous voyez à peu près à quoi ressemble un câble aujourd'hui encore. Alors, j'aurais pu vous amener un échantillon, j'ai oublié. Bon, voilà, j'ai merdé, ça arrive. En tout cas, un câble sous-marin, la plupart des temps, les gens imaginent un gros truc. Un câble sous-marin, en moyenne, c'est grand comme ça, quoi. C'est l'équivalent d'un tuyau d'arrosage posé au fond de la mer. Et dans un câble sous-marin, on va trouver à peu près toujours la même chose. Alors on va trouver les fibres optiques, vous les voyez, c'est les petits trucs qui sont grands comme un cheveu, là au milieu de la photo. Ces fibres optiques, elles sont enserrées dans un tube qu'on appelle lame, qui est rempli de gel, et dont le but va être de résister à la pression, pour qu'il n'y ait pas d'écrasement de la fibre optique à l'intérieur du câble. Après, on va trouver des torons d'acier qui, eux, ont pour mission de donner une résistance à l'étirement du câble. Parce que quand on va poser un câble, on va le laisser tomber à l'arrière d'un navire câblier, et un câble sous-marin, ça pèse à peu près 1 tonne par kilomètre. Donc si vous avez 10 000 mètres de fond, vous avez 10 km de câble sous-marin, c'est-à-dire 10 tonnes qui tirent sur le câble. Donc si le câble n'avait pas cette résistance qui est portée par ces torons, ils seront prêts. Et donc vous avez ces câbles à l'intérieur du câble. Et puis vous allez trouver un petit anneau de cuivre, hein, vous le voyez, c'est le truc doré, et cet anneau de cuivre, il est utilisé pour faire circuler l'énergie, pour faire circuler le courant à l'intérieur du câble. Et puis après, une couche de polyéthylène, là le truc blanc, voilà, qui va générer l'isolation. Et puis,
dans certains cas, on va rajouter des protections. Quand un câble est posé en eau profonde, c'est-à-dire qu'il est juste posé au fond de la mer, on considère qu'il n'y a pas besoin de le protéger, hein, il est protégé par les profondeurs auxquelles il est posé, et donc on va utiliser un câble nu, hein, c'est ce que vous avez à droite. Bon, en gros, c'est 1 cm, 1,4 cm de diamètre. Voilà. Alors par contre, quand on va se rapprocher des côtes, ou quand on va arriver dans des zones de pêche où le câble est susceptible d'interagir avec l'homme, ou plus exactement l'homme est susceptible d'interagir avec le câble, soit parce qu'on est dans des zones de pêcherie où il y a des ancres, des choses comme ça, on va renforcer le câble, et vous voyez qu'à gauche, le câble, il a des couches de torons successives qui vont le porter à peu près à une dizaine de centimètres de diamètre, et ça c'est juste fait pour améliorer la résistance mécanique du câble. Et tous les câbles qui ont été réalisés depuis les années 1988 sont réalisés avec les mêmes techniques, avec la même physionomie. Alors certes, on va améliorer la capacité de données qu'on sait faire passer sur une fibre optique, on va même l'améliorer énormément, mais tous les câbles sous-marins aujourd'hui sont sur la même architecture. Est-ce que vous avez une idée de la quantité de données qu'on peut faire passer sur un câble sous-marin aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis ? Allez. Au moins plusieurs centaines de téras. Ouais, c'est pas mal. Mieux ? Ah, tiens, on va prendre ça dans l'autre sens. Quelle est l'unité de mesure au-dessus du téra ? C'est le péta, ouais. On est sur un câble sous-marin aujourd'hui, transatlantique, on n'est pas très loin du péta. Vous vous rendez compte ce que c'est un péta ? Un péta, c'est 1000 téras. Un téra, c'est 1000 gigas. Un giga, c'est 1000 mégas. On est sur des quantités de transport de données qui sont juste absolument hallucinantes. Un câble sous-marin sur l'Atlantique aujourd'hui, qui a une capacité d'1 téra, il a la capacité quasiment totale de tous les satellites de télécom mondiaux. Donc aujourd'hui, quand on lit des gens qui vous disent oui, mais si les câbles sous-marins étaient coupés, c'est pas si grave, on passerait sur les satellites, etc. Non, ça marche pas. Si les câbles sous-marins entre l'Europe et les États-Unis sont coupés, c'est simple, Internet s'arrête. Parce qu'il n'y a aucun moyen aujourd'hui de remplacer les câbles sous-marins. Alors peut-être dans le futur, on verra des technologies basées notamment sur l'utilisation du laser sur les satellites, ce qu'on appelle le laser relais, et on travaille là-dessus. C'est-à-dire qu'on va utiliser un satellite pour relayer un rayon laser entre la Terre et le sol. Bon, ça pose des problèmes techniques sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative aux câbles sous-marins. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête pour les étapes suivantes. Voilà, puis après, bon, ça s'accélère, hein, ch'toum, il y en a dans tous les coins, voilà. Vous voyez comment on retrouve les axes dont je vous avais parlé tout à l'heure, qu'on avait vu ensemble sur la carte de 1921 ? C'est exactement les mêmes axes. Bon, alors ça s'arrête en 2016 parce que je n'ai pas trouvé de trucs plus récents, enfin d'animations plus récentes. Mais aujourd'hui, il y a à peu près 420 câbles en service, 420 câbles sous-marins. Alors ça change tout le temps, hein, parce qu'on passe notre temps à en rajouter et en enlever. Voilà. Mais il y a à peu près 420 câbles sous-marins. Je crois que je l'ai marqué un peu plus loin dans ma présentation. Donc voilà, ça vous explique un peu comment est-ce qu'on est arrivé à la situation d'aujourd'hui avec ce réseau de câbles sous-marins qui est le backbone, la colonne vertébrale de l'Internet mondial, sans aucune alternative. Alors on va regarder un peu maintenant, un peu plus en détail, qu'est-ce que ça veut dire au niveau stratégique, géopolitique, etc. Donc 574 câbles en 2024, c'est ceux qui sont prévus, c'est ceux qui sont en service et ceux qui sont prévus et qui sont annoncés. Donc il y en avait 424 quand j'ai regardé la dernière fois qui étaient en service, il y en a 574 qui sont annoncés. Ils font à peu près 1,4 million de kilomètres. C'est à peu près stable. C'est à peu près stable. On était à 1,3 million il y a quelque temps. Alors, il y a deux choses qui changent. La première chose qui change, c'est le débit. Les câbles sous-marins d'aujourd'hui sont beaucoup plus puissants que les câbles sous-marins d'autrefois. Alors, je vais vous poser une petite colle. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'on démonte un câble sous-marin ? Pourquoi est-ce qu'on enlèverait un câble sous-marin ? D'abord, est-ce qu'on enlève des câbles sous-marins ? Tiens.
Ah, c'est pas dur. Je l'ai dit. Oui, bravo. Donc on enlève les câbles sous-marins. Donc question suivante, pourquoi est-ce qu'on enlève des câbles sous-marins? Ah ouais, je vois quelque chose. Il lève les sourcils là. Ouais, vas-y. Vous êtes pratiquement mûr pour être ingénieur télécom, mais c'est pas ça. C'est une notion économique. C'est récupérable, certes, mais entre un câble récupéré et un câble qui fonctionne, on peut aussi préférer le câble qui fonctionne. Donc, pourquoi est-ce qu'on enlève des câbles sous-marins? Alors d'abord, effectivement, ça me fait faire une parenthèse, les câbles sous-marins, on les récupère, hein, toujours, on ne les laisse pas au fond de l'eau, parce que ça a de la valeur et que voilà, on est intéressé par les récupérer. Puis les récupérer, c'est pas très dur, hein, il suffit de se mettre un bout et de tirer, voilà, et ça vient, donc c'est pas très compliqué. Alors, on démonte les câbles sous-marins pour des raisons économiques. Parce qu'un câble sous-marin, une fois qu'il est installé, qu'il ait un débit X ou un débit 100X, il a le même coût d'exploitation. Simplement, s'il a un débit 100X, ben ça veut dire qu'il va être capable de produire une unité de télécommunication, une unité de transmission de l'information, qui sera à 1/100e du coût du câble qui aura un débit X. Et donc, on démonte les câbles parce qu'ils ne sont plus rentables économiquement. Un câble, il est construit pour une durée de vie technique de 25 ans. Donc normalement, quand on installe un câble, on peut le laisser fonctionner au fond de l'eau pendant 25 ans. J'ai jamais vu un câble atteindre 25 ans de vie. On le démonte toujours avant, parce qu'il y a toujours un autre câble qui est posé juste à côté, qui est plus performant, et qui fait qu'il devient trop coûteux d'utiliser ces vieux câbles. Et donc, il y a un phénomène perpétuel de renouvellement des câbles. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que vous allez voir qu'en termes de... quand on va aborder la question de qui possède les câbles, eh bien, ce phénomène de renouvellement des câbles, il fait que quand il y a des gaps technologiques dans les capacités de télécommunication, il y a un phénomène de renouvellement des câbles, et on voit arriver potentiellement de nouveaux câbles, et donc potentiellement de nouveaux possesseurs de ces câbles. Et c'est ce qui nous est arrivé, il y a quelques années, où on a vu arriver des nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'on a pu passer de câbles qui avaient un nombre très limité de paires à des câbles qui avaient un nombre plus important de paires, donc qui étaient plus économiquement performants. Donc on a démonté les nouveaux câbles, on a installé des nouveaux câbles, sauf que les anciens câbles, c'était essentiellement les opérateurs de télécom qui en étaient les propriétaires, et les nouveaux câbles, c'est essentiellement les GAFA qui en sont les propriétaires. Et aujourd'hui, il y a un phénomène de nouvelle extinction, si j'ose faire le rapprochement, qui fait que les opérateurs télécoms sont en train de se faire sortir de la propriété des câbles sous-marins au détriment des GAFA, au détriment donc des opérateurs essentiellement américains. On en reparlera un peu plus tard. Bon, ben voilà, tiens, c'est juste ce que je viens de dire. C'est pas mal ça. Donc les investissements dans les câbles sous-marins, ils sont continus. On continue à installer de nouveaux câbles chaque année. Alors le prix des câbles sous-marins a beaucoup baissé. Moi je me souviens que le dernier câble sous-marin que Orange, enfin France Télécom, hein, tout seul a fait sur l'Atlantique, c'était la TAT 14. Vous vous souvenez de la famille des TAT, on avait parlé du 6, on avait parlé du 8. Le dernier c'était le 14. Il avait coûté pratiquement 1,2 milliard d'euros. Ce qui était quand même un peu d'argent. Le dernier câble qu'on a fait avec Google sur l'Atlantique, il a coûté 250 millions d'euros. Donc vous voyez la baisse du coût qui est extrêmement importante. Et les rapports de capacité de communication étaient sans égal. Alors la question que vous pourriez me poser, c'est ouais, on a bien compris que effectivement les câbles, ils n'étaient pas installés pour si longtemps. On a bien compris que on les renouvelait parce qu'ils devenaient pas tellement rentables économiquement. Mais pourquoi est-ce que ce sont les GAFA qui investissent dans les câbles et plus les opérateurs? Ce serait une bonne question à poser, ça. Bon, la réponse à ça, c'est que les gens qui ont le plus besoin aujourd'hui d'échanges de capacité dans le monde, ce sont les GAFA. Voilà. Les GAFA aujourd'hui, ils ont une problématique qui est une problématique fondamentale, c'est la problématique du stockage des données que vous générez. Voilà. Et pour des raisons historiques, on ne va pas être méchant, on ne va pas supposer qu'il y a derrière tout ça des velléités politiques ou géopolitiques cachées. La quasi-totalité de leurs données, elles sont stockées aux États-Unis. Voilà. Aux États-Unis, il y a un endroit qu'on appelle la Data Center Alley. C'est pas très loin de Ashburn.
cette zone, elle est truffée de data centers. Elle représente à peu près aujourd'hui 76% de la capacité totale de stockage des données mondiales. Et aujourd'hui, les États-Unis stockent massivement vos données aux États-Unis. Alors quand je dis vos données, c'est bien sûr évidemment votre YouTube préféré, hein, ou les machins comme ça que vous aimez regarder sur les réseaux sociaux, mais plus grave, c'est également les données de Microsoft. Quand vous êtes sur un Microsoft 365, hein, vos données, elles sont dispersées dans le cloud de Microsoft, qui est un cloud mondial, certes, mais à très grande majorité américaine. Et c'est la même chose pour tous les gens aujourd'hui qui utilisent des clouds, hein, que ce soit AWS, que ce soit Google, etc. Les clouds, ils sont majoritairement américains. Et donc, les GAFA, ils ont cette masse de données qui est essentiellement stockée aux États-Unis et ils ont besoin de la distribuer partout dans le monde. Alors au début, quand ils se sont rendus compte de ça, ils se sont dit on va aller voir les opérateurs, c'est nous, et puis on va leur proposer de leur louer des capacités. Et nous, on a dit oui, ok, il n'y a pas de problème. Puis très vite, ils se sont dit mais attendez, on a tellement besoin de capacités que finalement, plutôt que d'aller leur louer de la capacité sur les câbles qu'ils ont, ce serait quand même plus intéressant que ce soit nous qui fassions les câbles. Et au bout d'un moment, le volume de données qu'ils avaient à traiter était devenu tellement important que finalement leurs besoins étaient tellement plus importants que les nôtres, que c'est eux qui ont pris le lead sur la question de la construction des câbles. Je crois que j'ai mis un exemple là. En 2025, la demande de capacité venant des content providers, les content providers c'est les fournisseurs de contenu, donc c'est les GAFA hein, pour nous, elle dépassera les 5 pétas. Tandis que celle des opérateurs, elle ne sera même pas à 1 péta. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont à la base de la croissance des besoins d'échange de données dans le monde, et ces besoins de données et d'échange étant portés essentiellement par le cloud, ce sont les GAFA, ce ne sont plus les opérateurs comme autrefois. Et donc la concomitance de ces besoins des GAFA avec le renouvellement, le phénomène technologique de renouvellement des câbles sous-marins leur a donné une fenêtre de tir absolument incroyable, ce qui fait qu'ils ont pu monter en puissance sur la possession des infrastructures de câbles sous-marins d'une façon absolument incroyable. Il y a moins de 10 ans, la capacité que possédaient les GAFA sur l'Atlantique, c'était 5 à 10%. Il y a 5 ans, ils étaient à 50%. Aujourd'hui, ils sont à plus de 90%. Et honnêtement, je pense qu'ils sont à plus de 90% aujourd'hui. Ils annoncent très régulièrement de nouveaux câbles sous-marins. Et les prévisions de câbles sous-marins sur l'Atlantique, elles sont juste démentes. En 2030, d'ici à 2030, on estime qu'il faudra 17 nouveaux câbles sous-marins sur l'Atlantique. Des câbles sous-marins à 1 péta à chaque fois. C'est des capacités qui sont absolument incroyables. Et alors, ça c'est un point, hein, le fait qu'effectivement la croissance elle soit portée par les GAFA et que ce soit eux qui sont les propriétaires de cette infrastructure. Mais ça mène à une deuxième question, qui est que si demain on ne peut plus accéder à ces données qui sont stockées aux États-Unis pour une raison X, et c'est là qu'on arrivait à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Internet s'arrête. Pourquoi ? Parce que quand vous allez générer l'accès à vos données d'entreprise ou à vos données personnelles, vous ne pourrez plus y accéder parce qu'elles sont situées sur un territoire lointain. Et ça permet d'introduire une notion qui, en termes de géostratégie, est intéressante, qui est que la menace de coupure des câbles sous-marins, dont on vous rebat les oreilles tous les matins dans la plupart des journaux, c'est une menace asymétrique. Pourquoi c'est une menace asymétrique ? Parce que vous coupez demain matin la totalité des câbles qui relient la Chine au reste du monde, mais le Chinois moyen, il s'en tamponne le coquillard. Hein. Il n'en a rien à faire. Pourquoi ? Parce que toutes les données qui concernent les Chinois, elles sont stockées en Chine. Elles ne sont pas stockées aux US. Donc vous coupez les câbles sous-marins, il ne se passe rien. Vous coupez les câbles sous-marins qui relient la France aux États-Unis, notre Internet s'arrête. Asymétrie totale de la menace. Et la même problématique s'est posée aux Russes il y a quelque temps. Moi, il y a 7 ou 8 ans, j'avais été fasciné par une interview de Poutine qui disait « L'Internet mondial est une arme de guerre dont le canon est pointé sur le cœur du peuple russe ». Bon, quand on lit ça, on dit « ce type est frappé ».
Bon, c'est pas une nouveauté, mais bon. Puis après, on essaye de réfléchir. Et on se dit, ben voilà, en fait, Poutine, il a une économie qui est dépendante d'un outil, l'Internet, dont le cœur de fonctionnement est aux États-Unis et dont l'ensemble des éléments nécessaires à son fonctionnement sont contrôlés par les Américains. Donc, si on prend cet angle d'éclairage, bah, on se dit qu'il n'est pas si frappé que ça, et que finalement, sa réflexion, elle n'est pas si idiote que ça. Et au-delà de la réflexion, bah, les Russes, ils ont mis un plan d'action, c'est-à-dire qu'ils ont fait voter un certain nombre de lois. Alors, je ne me souviens plus du nom de la députée qui a porté ces lois, je ne sais plus si c'est Elena ou Anna, on les a appelées de son nom. Et ces lois, eh ben, elles ont fait plusieurs choses. La première, c'est qu'elles imposent maintenant que toute donnée concernant les citoyens russes soit localisée sur le territoire de la Fédération de Russie. Exactement ce qu'ont fait les Chinois depuis le début, hein, pour diminuer la dépendance aux liens internationaux. Et puis, ils ont mis en place dans les réseaux de tous les opérateurs de Russie des boîtiers télécoms qui sont sous le contrôle du FSB. Alors, c'est pas un scoop, hein, ce que je vous dis, c'est pas une information classée, hein, vous trouverez ça dans toute la presse, qui permet au FSB de prendre le contrôle sur le routage des flux à l'intérieur des réseaux Internet russes. Ce qui veut dire que s'il y a une coupure des liens avec le cloud international, avec les Américains, etc., eh bien, les Russes peuvent forcer leurs données, peuvent forcer leur Internet à fonctionner en circuit totalement fermé. Et ils mènent très régulièrement des exercices sur des portions du territoire où ils coupent l'accès vers l'extérieur et ils regardent quels sont les impacts. Donc ça, on a là l'exemple d'une démarche totalement active pour limiter les risques liés à une dépendance des câbles sous-marins, elle-même liée à la localisation des données à l'extérieur du territoire national. Alors, la Chine. Alors, la Chine, ça c'est aussi un truc qui m'amuse beaucoup parce que très régulièrement, il y a des articles qui expliquent que la Chine, dans le domaine des câbles sous-marins, c'est un danger mondial. Voilà, il faut les virer des câbles sous-marins parce qu'il y a des tas de risques. Bon, ok, dont acte. Alors, après, on se dit, mais c'est quoi les risques? Alors, quand vous posez la question, on dit, ah, mais le premier risque, c'est l'espionnage. Allez, on va se lancer dans le sujet de l'espionnage des câbles sous-marins. Alors, est-ce qu'on peut espionner un câble sous-marin en haute mer? La réponse est oui, théoriquement, on peut le faire. Si vous avez envie de vous amuser, vous allez sur Internet, vous lirez que dans les années 60, il y a eu ce qu'on a appelé l'opération Ivy Bell, où les Américains avaient piraté un câble soviétique au large de Vladivostok, et ils arrivaient à pirater les communications de la flotte russe et à les exploiter. Sauf qu'à l'époque, c'était un câble cuivre, et donc qui émettait des signaux électromagnétiques qu'on pouvait capter à l'extérieur du câble, et que la façon de capter ces signaux, c'était un espèce de magnétophone amélioré qu'ils avaient posé sur le câble, et qu'il y avait un sous-marin qui venait récupérer la cassette tous les jours. Bon, sauf qu'aujourd'hui, les câbles sous-marins, c'est plus du cuivre, hein, c'est de la fibre optique, donc il n'y a pas de signal qui sort du câble. Donc pour aller chercher la donnée, il faut forcément couper le câble sous-marin et faire une dérivation en Y. Ça peut se faire. Et une fois que vous avez fait ça, et que vous avez votre dérivation, vous prenez un pétabit de données dans la figure chaque seconde. Au fond de l'eau, à moins 10 000 mètres. C'est impossible de traiter un pétabit de données quand vous êtes au fond de l'eau, quoi. La seule chose que vous pouvez faire, c'est retirer un câble pour arriver sur la Terre le plus vite possible et construire un data center pour l'exploitation de ces données. Alors oui, c'est possible, mais c'est vraiment beaucoup de boulot. Et comme je dis souvent, c'est tellement plus facile de pirater un câble sous-marin à terre, pourquoi s'embêter d'aller faire en mer? Parce que les câbles sous-marins, ils ont quand même une caractéristique, c'est que tôt ou tard, ils arrivent sur la Terre. Et une fois qu'ils sont sur la Terre, bon, il y a la station d'atterrage, elle est un peu protégée, mais après, votre fibre optique, elle file le long des routes, elle file le long des canaux pendant des milliers de kilomètres, donc c'est tellement plus facile de venir intercepter des données là-dessus. Donc pourquoi croyez-vous que les Chinois s'embêteraient à venir pirater des câbles sous-marins? D'autant plus que la plupart des câbles sous-marins qui sont faits par les Chinois, ils partent de la Chine, et donc ils ont tout ce qu'il faut chez eux pour le faire. Alors le vrai risque, par contre, effectivement, c'est s'ils arrivaient à diffuser très largement leur technologie de câbles sous-marins, qu'un grand nombre de câbles sous-marins dans le monde devenaient des câbles sous-marins sous technologie chinoise, et que les Chinois puissent à distance déconnecter ces câbles sous-marins. Bon,
Ouais, c'est possible. Ceci dit, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour couper un câble sous-marin? Voilà. Un petit Zodiac avec une encre, ça marche très bien. Donc, c'est facile, hein. Vous vous mettez perpendiculaire au câble, au trajet du câble, vous mettez votre encre au fond, vous avancez, à un moment ça tire un peu, vous continuez d'avancer, clac, le câble est coupé. Pourquoi s'emmerder à aller faire du cyber ou des trucs compliqués, quoi? Franchement, si vous voulez couper un câble sous-marin, aujourd'hui, c'est hyper facile, hein. En plus, il y a des cartes. Au cas où vous perdriez, on vous montre exactement où il faut aller. Donc, Donc la menace des Chinois, ouais, bon, moi, j'ai du mal à y croire. Alors, d'autant plus qu'ils avaient des ambitions dans le domaine des câbles sous-marins. Ils ont fait un grand câble sous-marin, hein, qui s'appelle PIS, qui a été le premier câble des routes de la soie digitale qui part de Gwandar au Pakistan et puis qui remonte un peu partout, y compris en France. Il atterrit en France, d'ailleurs, à Marseille. Mais à chaque fois qu'ils ont essayé de refaire un câble sous-marin, ils se sont pris les Américains sur la figure. Et donc, finalement, ils ont été obligés d'arrêter de faire des projets chinois. Donc, ils ont changé leur stratégie. Maintenant, ils ont une stratégie qui est beaucoup plus intelligente. Ils rentrent dans les projets américains et ils louent des fibres dans les projets américains. Il y a un très gros câble qui s'appelle Tout Africa qui va faire le tour de l'Afrique, qui sera le plus grand câble du monde, avec pratiquement 40 000 km de longueur. Ben, sur ce câble, les opérateurs chinois ont pris 2 paires de fibres. Après, on voit par contre des choses intéressantes, c'est-à-dire que les Chinois, finalement, qui ne savent plus trop quoi faire de ce câble PIS, l'utilisent comme un outil de soft power. C'est-à-dire qu'ils ont approché un certain nombre de micro-États dans l'océan Indien, sur lequel ils souhaitaient augmenter leur influence, et ils ont proposé d'utiliser ce câble pour réaliser des connexions. Ouais, ça marche. Voilà. Alors par contre, ce qui est vrai, c'est que la guerre entre les Américains et les Chinois a conduit à des changements topographiques. C'est-à-dire que, par exemple, Hong Kong était un très gros centre d'interconnexion de câbles sous-marins. Il ne l'est plus du tout aujourd'hui. Voilà. On a même vu un navire câblier américain qui était en train de poser un câble à Hong Kong, faire demi-tour en plein milieu de la pose pour se rerouter vers les Philippines et utiliser les Philippines comme point d'atterrage. Et on voit que les câbles sous-marins aujourd'hui contournent délibérément certaines zones parce qu'on considère qu'elles sont trop risquées ou qu'elles sont des zones d'influence hostiles, que ce soit pour les Américains ou pour les Chinois. Donc la menace de la Chine, moi j'ai un peu de mal à y croire. En tous les cas, je la relativise beaucoup par rapport à ce qu'on lit dans la presse. Alors là, j'ai mis en vrac quelques points sur la problématique des câbles sous-marins. Vous avez vu qu'on peut parler des câbles sous-marins pendant des heures, hein. Donc, une dépendance croissante des économies numériques à la connectivité vers les USA, ben oui, vous l'avez compris. Alors, elle est forte en Europe, mais il y a des pays pour lesquels elle est absolument cruciale. Un exemple de pays qui a une dépendance cruciale aux câbles sous-marins américains et qui du coup a mis en place, c'est le seul pays à ma connaissance qui a mis en place une vraie politique de protection des câbles sous-marins, qui a même décrété que certaines zones étaient interdites aux navires pour les protéger, c'est... Non, pas la Russie, non, non, c'est l'Australie. L'Australie, elle a toutes les caractéristiques qui conjuguent les facteurs de risque. C'est une économie extrêmement numérique, très avancée, sur une île totalement dépendante des câbles sous-marins et donc totalement dépendante des Américains. Après, une menace asymétrique portant essentiellement sur l'Europe occidentale, on l'a parlé. Alors, une infrastructure impossible à sécuriser efficacement. Je crois que vous aurez bientôt dans les Mardis de la Mer Nicolas Vaujour, hein, le chef d'état-major de la marine. Alors dans l'écosystème de défense français, c'est lui qui a hérité du mistigris de la protection des câbles sous-marins. Donc il a 1 300 000 km de câbles sous-marins à défendre avec 13 frégates de premier rang.
Le challenge est là. Ça ne veut pas dire qu'ils font rien, hein, ils font des tas de choses. Hein. Vous savez que les Russes, très régulièrement, viennent renifler auprès des câbles sous-marins. Vous avez probablement entendu parler des aventures du Yantar, ce fameux navire soi-disant océanographique russe qui passe sa vie sur les câbles sous-marins, ou des sous-marins spécifiques russes type Polyanki, qui sont des sous-marins d'intervention en très grande profondeur, qu'on retrouve aussi très régulièrement près de nos câbles sous-marins. Et honnêtement, la Marine nationale fait ce qu'elle peut, mais protéger efficacement une infrastructure de 1 300 000 km de long, c'est totalement impossible. 5-10 minutes, on va le faire. Des risques de confidentialité réels, mais pas forcément aux endroits attendus, donc plutôt sur la terre que sur la mer. Alors, tiens, ça c'est intéressant. Les 2 derniers points, puis je vais conclure là-dessus. Un leadership technologique français. Alors en France, on a une vraie expertise dans le domaine des câbles sous-marins. Alors, est-ce que vous savez combien il y a de constructeurs de câbles sous-marins, enfin de systèmes de télécommunications sous-marines dans le monde? Ouais, il y en a 5. Enfin 4,5 pour être précis. Il y a un Français, Alcatel Submarine Network, enfin français qui a été racheté par les Finlandais avec Nokia. Il y a un Américain, TE Subcom. Il y a un Chinois, en l'ancien Huawei Marine, qui s'appelle maintenant Hengtong Marine, et il y a un Japonais, voilà, NEC. Voilà. C'est les 4 seuls fabricants de câbles sous-marins au monde. Et en matière de navires câbliers, entre la flotte de Alcatel Submarine Network et la flotte d'Orange, on a en France à peu près entre 1/4 et 1/3 des navires câbliers mondiaux. Ce qui est vraiment bien, mais ça, c'est associé avec une politique en matière d'attractivité des câbles sous-marins en France et de support aux câbles sous-marins qui est quasiment nulle en France. C'est pour ça que j'ai mis un leadership technologie associé à une quasi-inexistence économique. Il y a des pays aujourd'hui qui payent les opérateurs pour voir des câbles sous-marins arriver chez eux. Nous, on les taxe. Voilà. Quand il faut expliquer à un Google que s'il arrive en France, il va être super bien parce qu'on a une super infrastructure, mais que, petit détail, il y a une petite taxe à payer aux impôts, mais que s'il arrive en Norvège, c'est la Norvège qui va lui donner des sous pour arriver, devinez où va Google. Hein. Voilà. Donc on a un vrai problème d'attractivité, de politique d'attractivité de la France en matière de câbles sous-marins. Et alors il y a un nouveau truc qui change un peu la problématique des câbles sous-marins, c'est qu'il est aujourd'hui possible, dans certaines conditions, d'utiliser les câbles sous-marins de télécommunication pour faire de la détection. Alors, on sait détecter aujourd'hui, par exemple, des mouvements telluriques à proximité d'un câble sous-marin, hein, quand la Terre bouge à proximité d'un câble sous-marin de télécommunication, avec un certain nombre d'équipements, etc. On sait détecter ces mouvements. On commence à savoir détecter des navires, etc. Vous voyez que ça change un peu la problématique des câbles sous-marins. Voilà. C'est une technologie qui n'est pas encore complètement mûre, voilà, qui nécessite encore un certain nombre de choses, mais il y a beaucoup de travaux là-dessus, et je ne doute pas que dans un avenir relativement proche, on pourra utiliser les câbles sous-marins pour détecter un certain nombre de choses. Voilà. Bon, après, voilà, je vous parle que c'est important pour Orange. Alors pourquoi c'est important pour Orange? Parce qu'on a plein de filiales outre-mer, parce que la France est une grande puissance maritime avec des territoires d'outre-mer qui sont forcément reliés par des câbles sous-marins. Et autant un Google ou un Amazon, il est très volontaire pour faire un câble entre la France et les États-Unis. En revanche, quand il s'agit d'aller connecter un câble en Guyane, je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires. Voilà. Donc, on a à peu près 450 000 km de câbles sous-marins dans le monde, hein, chez Orange. Voilà, ça c'est la carte de notre réseau. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'on continue d'ajouter des câbles sous-marins chaque année. Alors, je suis loin d'avoir chez Orange le budget de mes camarades de GAFA. Est-ce que vous savez combien Facebook a investi dans les câbles sous-marins sur les 4 dernières années? Pas très loin de 5 milliards de dollars. Ça vous donne une idée quand même de leur capacité d'investissement. Moi, quand j'ai 100 millions chez Orange, je suis content. Hein. Voilà. Donc, en conclusion, les câbles sous-marins, c'est une aventure industrielle de plus d'un siècle, une industrie au cœur des enjeux commerciaux mondiaux et dont les modèles sont fortement challengés. On a vu ça avec les GAFA, etc. Une ambition de la France d'augmenter son attractivité, une réponse partielle à travers Orange, mais une situation mondiale qui est quand même assez challenging.
Et comme je vous ai quand même un peu fait rêver à travers tous ces câbles sous-marins, je vous propose pour conclure mon intervention d'embarquer pendant 5 minutes sur un câblier pour voir à quoi ça ressemble la vie sur un câblier. Si on veut bien envoyer la vidéo, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais ce serait sympa. Merci. Merci infiniment pour ce vaste panorama historique et plus prospectif. Donc j'imagine qu'il y a un certain nombre de questions. Donc toujours pareil, les 2 micros, bâbord, tribord. Et comme toujours, merci d'avoir la gentillesse de vous présenter. Bonsoir monsieur, merci pour votre présentation. Donc Valentin Dufour en 3e année à l'ICP. J'ai 2 questions à vous poser, mais qui portent sur finalement le même sujet, sur les ZEE. La première, c'est, vous êtes sûrement au courant, mais le Canada aujourd'hui essaie d'avoir un peu un monopole national sur la pose des câbles dans ses eaux territoriales. Donc ça pourrait fermer des marchés, entre autres à Orange Marine. Et quel est votre avis sur la question, et peut-être si ça va se généraliser finalement, pas seulement au Canada, mais aussi dans d'autres pays peut-être qui vont demander aussi les mêmes restrictions à l'avenir pour la pose de leurs câbles? Ouais. Alors, le Canada bénéficie d'une disposition particulière, c'est ce qu'on appelle une disposition de cabotage, c'est-à-dire qu'il réserve la pose de câbles sous-marins dans ses eaux territoriales. Je ne suis pas sûr que ça s'applique à leurs ZEE, mais en tout cas, ça s'applique à leurs eaux territoriales, aux navires qui battent pavillon canadien. Il y a un certain nombre de pays qui font ça, l'Inde, l'Indonésie, etc. Le Canada est un peu une exception dans les pays plutôt orientés libre-échange. Nous, c'est quelque chose qu'on essaye plutôt de supprimer que de voir s'étendre. Je pense que, compte tenu plutôt de la logique de libéralisation de l'accès aux mers, il y a assez peu de risques que ça se répande dans d'autres pays, tout au moins sur des économies de marché. Mais je vous félicite parce que c'est un point qui est assez peu connu, donc voilà. Bonsoir monsieur, je m'appelle Guillaume Muret, je suis en 1re année en licence Histoire et Sciences Politiques. J'aurais une double question. La première, c'est qu'est-ce que vous entendez quand vous exposez le fait que les Russes reniflent les câbles et quelles données ils peuvent en attendre de ce reniflage? Et la deuxième question, ce serait est-ce qu'avec la pose de détecteurs sur des câbles, on pourrait recréer des barrières de type Sozius à ce niveau-là?
Alors, la réponse à la première question, bon, j'ai évoqué quelque chose qui s'est fait dans le passé. Il reniflait des données à l'époque. C'était dans le cadre de l'opération Ivibel, qui, si mes souvenirs sont exacts, était dans les années 60. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. D'une part parce que les câbles ne sont plus basés sur des technologies cuivre, et puis parce que, comme je l'ai expliqué, les Russes sont beaucoup moins dépendants des câbles que les autres pays dans le monde. Alors après, la question de l'utilisation des câbles sous-marins pour recréer des barrières de type SOSUS, c'est une vraie question. Alors c'est déjà techniquement aujourd'hui possible. Voilà, ça c'est pas très compliqué. Vous pouvez expliquer, parce que je suis pas certain qu'on soit tous, à commencer par moi, très au fait de ce dont vous parlez. Alors, ce sont des barrières d'hydrophone qui avaient été déployées par les Américains pendant la guerre froide et qui visaient à détecter notamment les sorties de sous-marins soviétiques quand ils passaient, quand ils sortaient de leur mer du Nord pour rentrer dans l'Atlantique ou à plus forte raison dans la Méditerranée. Donc c'était des réseaux d'hydrophones qui étaient reliés par des moyens de télécommunication. Donc ça, aujourd'hui, on saurait le faire. Je ne suis pas sûr que ça n'existe même pas déjà dans le monde. Mais là, c'est vraiment aller une étape plus loin, c'est-à-dire utiliser des câbles qui ne sont pas dotés d'équipements spécifiques, parce que les barrières originelles, c'est bien des hydrophones qui sont liés par un moyen de communication. Là, il s'agit de câbles de télécommunication standards, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hydrophone, ce sont des câbles tout à fait standards, mais sur lesquels les variations du signal émis, qui sont générées par des variations de milieu à proximité, permettraient de détecter la présence de navires et peut-être même, dans une étape ultérieure, non seulement de les détecter, mais de les identifier. On n'en est pas encore là, mais c'est un sujet qui passionne beaucoup de monde, comme vous pouvez l'imaginer. Jean-Pierre Garbe en particulier. Pardon. Jean-Pierre Garbe en particulier. Est-ce que Alcatel n'a pas loupé le coche dans cette fabuleuse aventure industrielle? Non, on peut pas dire ça. De toute façon, Alcatel n'existe plus aujourd'hui. Alcatel a été vendu à Nokia, donc ça fait partie de Nokia. Alcatel a réalisé un très bel outil industriel, qui est Alcatel Submarine Network, qui est une société, certes maintenant finlandaise, mais soumise à des obligations particulières dans le cadre des investissements étrangers en France, et dont le centre de fabrication de câbles est situé à Calais, un remarquable centre de très très haute technologie. Donc on a une vraie avancée technique dans le domaine. Après, là où, et c'est ce que j'ai voulu évoquer dans ma présentation, là où on a peut-être loupé le coche, c'est comment transformer cette domination technique en une importance économique ou stratégique réelle. Ça, on n'a pas réussi à le faire, clairement. Ça a été fait par les GAFA, ça n'a pas été fait par la France, ni par les sociétés françaises qui s'étaient développées sur notre territoire. Bonsoir monsieur, Jérémy Caron, déjà merci pour votre présentation. Jérémy Caron, je travaille chez Safran. Je voulais vous demander, vous disiez que certains pays payent les GAFAM, enfin payent pour avoir les câbles qui arrivent chez eux. Nous ne le faisons pas, nous taxons. Quel intérêt économique ou politique ou autre est-ce qu'on peut récupérer d'avoir les câbles qui arrivent chez nous? Alors ça c'est une vraie question, parce que quand on parle du risque de coupure des câbles sous-marins, je vous ai expliqué que dans l'état de dépendance au cloud américain dans lequel nous nous trouvons, les coupures des câbles sous-marins, si elles étaient avérées dans une situation de crise ou simplement dans un contexte où il serait nécessaire de faire pression sur la France, ça constituerait une vraie menace et un risque certain. Donc un des seuls moyens, alors pour limiter ce risque, il y a deux moyens, il n'y en a pas 36. Le premier, il est assez structurel, mais jamais personne n'a voulu le mettre en œuvre en France, c'est de décréter que toutes les données concernant des Français ou des entreprises françaises devraient être localisées en France ou en Europe. Bon, voilà. Ça, c'est un truc que je répète urbi et torbi depuis assez longtemps, mais apparemment, ça ne génère pas d'écho dans les milieux qui auraient la capacité à mettre cela en œuvre. Bon, voilà. Pourtant, je rappelle que la loi russe, elle tient en une phrase, en la matière, elle dit « Toute donnée concernant un citoyen russe doit être stockée sur le territoire de la Fédération de Russie ». Full stop.
Et une fois qu'on a dit ça et que c'est inscrit dans la loi, on s'est débarrassé de la dépendance aux câbles sous-marins. Si on ne veut pas faire ça, ou si on ne peut pas faire ça, la seule solution, c'est de multiplier les câbles sous-marins de manière à obtenir un niveau de résilience le plus important possible. Voilà. Donc avoir plein de câbles sous-marins chez soi, c'est un peu une garantie pour l'avenir. Bon, c'est aussi en matière de sécurité, il ne faut pas se leurrer, je l'ai mentionné, les points d'atterrissage des câbles sous-marins sont des points de vulnérabilité, les chemins terrestres des câbles sous-marins sont des vulnérabilités. Si vous les avez chez vous, vous pouvez garantir qu'un nombre très limité de personnes va s'y intéresser. Voilà. Bonsoir monsieur, tout d'abord c'était très intéressant, merci à vous. Donc je me présente, je m'appelle Gauthier Delavenne, je suis en première année d'histoire et de sciences politiques. Ma question porte du coup sur savoir, que ce soit pour Orange ou pour le gouvernement français, est-ce qu'il y a un véritable intérêt politique, géopolitique, même économique, de relier l'Afrique au monde? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a quand même encore 20 pays qui ne sont pas encore reliés au monde. Sur les 16, il y en a 10 qui ont seulement un câble qui les relie au monde. Et donc, est-ce que ce sera véritablement l'enjeu peut-être de demain, parce que peut-être des pays du futur là-dedans, peut-être comme l'Afrique du Sud, je ne sais pas. Je vous remercie. Ouais, alors l'Afrique du Sud n'est pas un pays qui manque de câbles sous-marins. Au contraire, c'est un point d'atterrissage des GAFA en Afrique. C'est même probablement le point favori avec le Nigeria. Et donc, c'est un des deux pays qui bénéficie du plus grand nombre de câbles sous-marins aujourd'hui. Alors après, la France n'a pas un intérêt direct à connecter l'Afrique. C'est plutôt les Africains qui ont un intérêt direct à être connectés. Voilà, ça c'est extrêmement clair. Vous avez mentionné effectivement qu'un certain nombre de pays sont encore connectés par un petit nombre de câbles sous-marins. Nous, on considère qu'un pays ou un territoire est connecté de façon satisfaisante à partir du moment où il a un minimum de 3 câbles sous-marins. Un câble sous-marin, ça peut tomber en panne, c'est la catastrophe. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps aux îles Tonga. L'Algérie aussi a connu des coupures de ce même type. 2 câbles sous-marins, c'est mieux, mais 2 câbles sous-marins qui tombent en panne en même temps, on l'a déjà vu. 3 câbles, on l'a jamais vu. Donc 3 câbles, c'est pas mal. Donc les Américains, les Africains, eux, évidemment, ont intérêt à développer leur connectivité internationale. Après, il y a une problématique particulière qui est celle de Marseille. Marseille est devenue, et sous l'impulsion d'Orange, un hub de câbles sous-marins extrêmement important. Si vous regardez la carte des points d'atterrissage des câbles sous-marins dans le monde, vous verrez qu'il y a des points qui concentrent un très grand nombre d'arrivées de câbles sous-marins. Ça, c'est très très intéressant parce que dans une économie de données, ce qui fait de la valeur, c'est la capacité d'échanger les données entre utilisateurs, entre réseaux, etc. Et donc, quand vous avez plusieurs câbles sous-marins qui arrivent au même endroit, eh bien, vous créez justement un hub d'interconnexion de ces données. C'est ce qui est arrivé à Marseille. Il doit y avoir 17 câbles sous-marins maintenant à Marseille, hein, peut-être 18, mais au moins 17. Donc, c'est un des gros hubs dans le monde. Et ce qu'on appelle l'IPX, c'est-à-dire le point d'interconnexion des données Internet de Marseille, est devenu le plus grand d'Europe avant Francfort, qui avait cette place autrefois. Bonsoir. Étudiant en géopolitique à l'ENS et à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, je voulais vous poser une question de nouveau un petit peu concernant les enjeux de sécurité et de défense. Et je voulais savoir si au sein de Orange Marine, il y avait une forme de patriotisme économique, s'il y avait une forme de une volonté de défendre les intérêts stratégiques de la France, et si vous pouviez aussi nous parler un petit peu plus, peut-être vous aviez fait la comparaison entre l'utilisation du câble PIS pour la Chine comme outil diplomatique, et pensez-vous donc que Orange Marine ou ASN, bien qu'elle ne soit plus française, soient des outils diplomatiques pour la France, avec certains États proches ou lointains? Merci. Alors, je vais répondre à votre question à l'envers. Je vais prendre la question de PIS comme une illustration. PIS, à l'origine, c'était le câble des routes de la soie digitale. Donc, c'était le câble qui allait servir de base à l'expansion économique de la Chine en Europe, voilà, et dans le monde.
Je la fais courte, mais c'était ça. Quand on déploie une puissance économique hors de son territoire, on a besoin de déployer des industries, des commerces, etc. Ces industries, ces commerces, ils sont générateurs de données, donc il faut les interconnecter. Et puis, c'était le câble qui allait supporter ces interconnexions dans ce phénomène de projection de puissance économique de la Chine en dehors de son territoire. Ça a franchement échoué. De la même façon que leurs efforts de projection de certaines infrastructures routières ou dans une moindre mesure portuaire, ça a plutôt échoué. Donc aujourd'hui, par exemple, un très bon exemple d'utilisation de pistes dans du soft power dans l'océan Indien, c'est les Maldives. Soudainement, vous voyez arriver une délégation chinoise qui, en grande pompe, signe avec le gouvernement des Maldives un atterrissage du câble PIS qui est réalisé gratuitement par la Chine au profit des populations maldives. Et puis, un tout petit peu plus tard, vous voyez que les Maldives ont changé de vote à l'ONU ou qu'elles ont pris une direction économique différente. Ça, c'est typiquement les utilisations soft power que privilégie la Chine aujourd'hui autour du câble PIS. La France ne fonctionne pas du tout comme ça. Alors ça c'est clair. Les câbles sous-marins ne sont pas un outil de la diplomatie française. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que sur certaines problématiques qui peuvent être la connectivité de certains pays, de certaines parties du territoire, etc., on ne prenne pas en considération les intérêts français. Très bon exemple, c'est la connectivité dans le Pacifique. Voilà, on continue à se préoccuper de la connectivité de nos poussières de souveraineté dans l'océan Pacifique. Et pourtant, je peux vous assurer que faire arriver un câble à Wallis et Futuna, enfin, il est à Wallis pour être précis, c'est pas l'opération économique du siècle quand même. Mais bon, voilà, on considère que ça fait partie des problématiques générales d'un opérateur français, qu'il y a des gens qui vivent à Wallis et qui doivent être connectés, donc c'est quelque chose qu'on fait. Voilà. Mais on n'utilise pas encore une fois les câbles sous-marins comme un outil de politique. Bonsoir monsieur, je m'appelle Antoine Aberet, je suis en première année de licence d'histoire sciences politiques à l'Institut catholique de Paris. Peut-être que ma question peut avoir l'air peut-être un peu basique, mais justement, vous avez dit qu'on pouvait connaître l'emplacement des câbles, mais aussi que leur rupture pouvait avoir de grosses conséquences. Donc justement, pourquoi leur emplacement est-elle publique, ou a-t-on intérêt à ce qu'elle soit publique, parce que justement ça pourrait... C'est une très bonne question. Ces données sont publiques parce qu'on est dans une économie du temps de paix. Voilà. Et aujourd'hui, quand il s'agit des câbles sous-marins, la préoccupation numéro 1 des propriétaires de câbles sous-marins, c'est d'éviter que les pêcheurs ne viennent prendre leurs filets ou leurs ancres dans les câbles sous-marins. Donc on leur dit où ils sont pour éviter qu'ils mettent leurs ancres dessus. Voilà, on est dans une économie du temps de paix et on répond à des préoccupations du temps de paix. L'industrie des câbles sous-marins, à part peut-être pour certains fonctionnements un peu parallèles aux USA, etc., est une industrie du temps de paix qui répond à une logique économique du temps de paix et qui n'est pas dimensionnée ou qui n'est pas structurée pour répondre à des menaces potentielles du temps de guerre. Bonsoir monsieur, je vous remercie pour votre conférence qui était très intéressante. Vous avez fait référence à la vie à bord des navires câbliers. Donc je désire savoir combien de temps le projet de mise en place d'un câble sous-marin, son installation en elle-même prenait, et également quels étaient les tonnages nécessaires pour les navires pour accueillir les câbles sous-marins, et combien de navires fallait-il pour installer simultanément 3 câbles sous-marins, par exemple? Alors, on va prendre ça dans l'autre sens. Un câblier, aujourd'hui, je vous ai dit qu'un câble sous-marin en haute mer, c'était à peu près 1 tonne par kilomètre.
Les plus grands câbles sous-marins monosegments sont les câbles transpacifiques qui font un peu moins de 9000 km. Donc ça veut dire qu'il faut un navire qui peut gérer 9000 tonnes d'emport. Bon, il en existe. Orange Marine en a un, le Descartes, qui est un navire à 3 cuves, donc il peut faire une pause simultanée sur 9000 km. Après, si on est effectivement sur des câbles plus longs ou des capacités d'emport plus courtes, il faut mettre plusieurs navires ou faire plusieurs rotations. Après, c'est juste une équation économique. Je connais un câble qui est en train de se déployer aujourd'hui en Indonésie, où il y a 7 navires câbliers qui travaillent en parallèle sur 7 segments différents. Pourquoi ? Parce que le propriétaire est très pressé et veut avoir le câble opérationnel très rapidement. Alors ça lui coûte évidemment beaucoup plus cher que s'il faisait travailler un seul câblier à la suite sur l'ensemble des 7 segments. Alors après, la vitesse de pause, elle dépend si vous enterrez le câble ou pas. Si vous êtes en haute mer, vous n'enterrez pas le câble, vous progressez à peu près, je dirais 4 nœuds. Voilà. Vous vous posez à 4 nœuds, donc vous n'allez pas trop vite. Vous avez votre câble qui descend à l'arrière. Il y a une machine à câble qui contrôle la vitesse à laquelle vous laissez tomber le câble à l'arrière. Et vous ajustez la vitesse à laquelle vous relâchez le câble par rapport à la vitesse du navire et à votre profondeur, de manière à ne pas avoir trop de tension sur le câble. Si par contre, pour une raison X, vous souhaitez enterrer le câble pour le protéger, dans ce cas-là, le navire tire une charrue. C'est très lourd une charrue, hein. Il faut 75 tonnes de traction à l'arrière du câble. Donc là, on avance à entre un demi-nœud et un nœud par jour. Voilà. Dernière question. Bonsoir monsieur, Alain Dainville. Les câbles sont les supports des transactions financières. Alors est-ce que le gain de la milliseconde est une motivation pour poser de nouveaux câbles? Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que le câble n'est pas uniquement le support des transactions financières. Alors, encore une fois, je suppose que quand vous parlez de transactions financières, vous faites référence à l'hypertrading, c'est-à-dire à cette forme particulière de transactions financières qui vise à tirer profit de différences de cotation ou de différences d'échange entre 2 points géographiques du globe qui arrivent pendant des distances très très faibles, pendant des durées très très faibles et pendant lesquelles il faut donc passer le maximum d'ordre. Alors, j'ai vu des câbles sous-marins qui ont été construits spécifiquement pour de l'hypertrading, avec des caractéristiques très particulières, donc des câbles très droits, sans aucune escale, avec des fibres à très forte résistance, etc. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les compagnies d'hypertrading favorisent la radio, qui est plus rapide que les câbles sous-marins dans certaines circonstances. On est en train de parler de millisecondes, de nanosecondes, mais l'utilisation de réseaux radio spécialisés semble plus efficace pour certaines formes de trading à hyperfréquence. Peut-être une dernière question pour la conclusion. Une question distante. Régis Mauriac demande: la forte activité tectonique en Islande est-elle une source d'inquiétude pour la sécurité des câbles TAT? Et d'une façon plus générale, peut-être, l'activité tectonique est-elle un problème pour vous? Alors, l'activité tectonique est un problème pour nous, bien sûr. La première cause d'interruption des câbles sous-marins, c'est clairement les interventions humaines, hein, donc la pêche, les ancres, etc. La deuxième, ce sont les mouvements tectoniques. Et j'en profite pour pulvériser une légende au passage. On n'a jamais vu un câble sous-marin coupé par un requin. Voilà, quoi qu'en disent Google et les légendes dans le domaine. Merci beaucoup. Donc, Audrey Blier va vous remercier en notre nom à tous et puis faire une très courte conclusion. Je voudrais simplement vous rappeler notre prochain Mardi de la Mer dans 15 jours, donc mardi 13 février. Donc, il y a une toute petite modification, parce qu'on a interverti deux intervenants. Donc, ce sera Roland Jourdain, qui est coureur au large, qui va vous parler de la course au large à la course pour l'environnement marin. Voilà. Conclusion de notre président. Oui, merci infiniment Jean-Luc Villemin de nous avoir rappelé l'histoire des câbles et puis surtout de nous avoir évoqué toutes ces questions géostratégiques et de nous avoir dit ce qui était le vrai et ce qui était le faux risque. Merci infiniment pour cette soirée.